Merci. Bonjour, bonjour à tous. Alors, il est très fort, Denis, parce qu'il a placé les sujets alimentation juste avant le déjeuner. Je vais néanmoins commencer par plomber un tout petit peu l'ambiance, pour vous dire que finalement, ce sujet dont on va traiter là, l'alimentation, c'est un sujet absolument central. Je pense qu'il n'y aura pas de day 2 si on n'a pas résolu les problèmes d'alimentation qui sont devant nous. Et c'est des sujets qui sont énormes parce que on a collectivement, depuis 50 ans, construit un modèle sur une idée qui était magnifique, qui était de dire il n'y aura plus jamais de faim, on va faire en sorte que tout le monde puisse se nourrir au meilleur prix. Donc on a augmenté la qualité de la production, on a augmenté les quantités produites, on a baissé les prix. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces choix stratégiques, ils impliquent un certain nombre d'effets collatéraux qui sont vraiment très importants dans les pays développés, notamment avec les sujets de l'obésité, avec des sujets d'accès aux ressources aussi, qui se font de plus en plus jour. Donc on a une responsabilité aujourd'hui qui est énorme, qui est de réinventer un modèle alimentaire plus résilient pour les 50 prochaines années. Et je dirais même que ça se joue maintenant, puisqu'il nous reste souvent, on dit, plus que 20 ans pour vraiment inverser la tendance. Et ce qui est... Ça c'était le côté plombant. Le deuxième côté réjouissant, c'est qu'en fait, ce sujet-là, aujourd'hui, on voit qu'il a énormément de vivacité dans la société, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs se saisir de ce sujet. On voit énormément d'initiatives sur ce que nous, on appelle le manger mieux, éclore dans tous les secteurs, y compris avec l'aide de la technologie. Ça se fait beaucoup, aujourd'hui, encore à petite échelle. Mais objectivement, si on veut qu'à horizon d'une génération, on puisse, à 9 milliards d'habitants, manger à notre faim, et on sait que quand c'est pas réalisé, ça se passe pas très bien sur la Terre, il faut qu'on passe à l'échelle, comme on dit dans les startups, c'est-à-dire qu'il faut que des entreprises de taille intermédiaire, comme nous, ou des plus grandes entreprises encore demain, puissent se saisir de ce sujet-là et proposer des solutions de manière très active. Alors, je vais vous dire 2 mots sur Fleury Michon pour situer, je pense que vous connaissez la marque. Peut-être un petit peu moins l'entreprise. On est la deuxième marque la plus achetée en France dans les hyper et les supermarchés. Donc, c'est 1 million de produits qui sont vendus tous les jours. On fait du jambon, des plats cuisinés et des produits de la mer. En 2014, on s'est dit finalement, au-delà d'avoir ce savoir-faire sur ces produits, à quoi fondamentalement on sert. On parlait de purpose ce matin avec Michelin, et on a travaillé, on s'est dit finalement, nous, notre sujet, par rapport à ce que je viens de vous dire, ça doit être de travailler sur l'amélioration de l'offre alimentaire. Donc la mission de l'entreprise, c'est aider les hommes à manger mieux chaque jour. C'est quelque chose qu'on a défini pas comme ça, ex nihilo. Ça a été travaillé avec les équipes, l'ensemble des équipes de Fleury Michon. On les a interrogés sur ce sujet. On leur a dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous manger mieux? De votre point de vue, est-ce que Fleury Michon y arrive? Est-ce qu'on va assez loin? Est-ce qu'il y a suffisamment d'initiatives? Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs qui sont inspirantes, qui pourraient inspirer nos futurs choix stratégiques? Et une fois qu'on a posé, il y a 500 idées qui sont remontées de la part des équipes. Et on a travaillé sur ces idées de façon à ce que chaque décision qui venait après 2014 puisse être passée au crible de se manger mieux. Est-ce que, véritablement, ça résout cette problématique? Alors, on a une certaine originalité dans le modèle, dans le monde alimentaire, parce que je vous ai parlé de la marque, je ne vous ai pas parlé de l'entreprise. On est une entreprise qui est toujours indépendante et familiale. Et ce que nous demande en fait notre actionnaire, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit toujours là pour la génération qui suit. Et effectivement, si on se place à 20 ans, qui est le pas d'une génération, et qu'on ne change pas de manière radicale le modèle, on sait que c'est pas résilient, que ça ne va pas bien se passer. Donc à partir du moment où on a posé ce sujet, on a dit finalement, manger mieux, c'est une évidence. Comment on fait pour la mettre en œuvre? Et on est allé voir l'intégralité des maillons de la chaîne alimentaire, et on leur a dit, est-ce que pour vous aussi c'est important? Tout le monde nous a dit oui. Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que finalement, quand vous posez la question à des agriculteurs sur ce sujet, ils vous disent bien sûr c'est important, mais je ne peux pas le faire parce que vous, Fleury Michon, vous ne m'achetez pas mes produits assez chers ou la distribution m'en empêche.
Quand on a posé la question aux collaborateurs de Fleury Michon, ils ont dit oui, il y a un manque de disponibilité de certains produits de qualité en agriculture, et puis la distribution, c'est compliqué, la guerre des prix, etc. Et puis quand on a posé la question à la distribution, ils nous ont dit bah, les industriels vont pas assez vite et les agriculteurs n'avancent pas non plus. Donc en fait, tout le monde dit c'est génial, c'est super important, mais tout le monde dit bah, à cause de Robert ou de mon voisin, ça va pas être, on peut pas aller assez vite. Donc nous, en 2014, on a publié un manifeste qui prenait des témoignages de toute une série d'acteurs qu'on avait identifiés qui étaient vraiment en marche, sans mauvais jeu de mots, qui avaient pris le sujet, qui étaient très engagés, et on s'est dit finalement, la seule façon d'y arriver, c'est de mettre tous ces gens autour de la table, tous ces gens motivés, et de faire en sorte qu'au lieu de se renvoyer la balle, on puisse se dire, bah, voilà, on va prendre notre part et on va y aller. On a envoyé ce manifeste aux candidats à l'élection présidentielle et du coup, on a beaucoup travaillé ensuite dans le cadre des États généraux de l'alimentation qui ont eu lieu l'année dernière en France. Et ce sujet-là a été posé de manière extrêmement forte parce que quand vous voyez les scénarios 2050 qui sont proposés aujourd'hui par toutes les institutions, on voit que si on ne change absolument pas de trajectoire, ça se passe vraiment pas bien. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, on peut très très fortement incliner ces trajectoires en faisant finalement des choses qui sont relativement simples. Simplement, il faut poser les hypothèses pour que ça devienne possible dans l'esprit des gens et du coup que les gens puissent s'en emparer. Alors je vais effectivement vous donner un exemple pour illustrer ça. C'est l'exemple du bio. Sur la filière porc, je pense que nous on fait beaucoup de jambon. Cette filière, je pense qu'elle est assez emblématique des choix qu'on a fait depuis 50 ans. C'est une production qui sont concentrées dans l'ouest de la France, avec beaucoup de productivité qui a été faite, beaucoup de travail sur les prix, mais finalement une offre assez peu différenciée. Et c'est sans doute par là aussi que les Français ont pris conscience des impacts ou des effets collatéraux de la production intensive avec les algues vertes. Donc une filière qui est en crise structurelle depuis 15 ou 20 ans. Nous, on a lancé une offre bio sur le marché en 2004. Il n'y avait pas d'offre en France et on s'est approvisionné au Danemark, qui à l'époque a fait le pari du bio. Et en fait, quand on va au Danemark, on rencontre des éleveurs qui ont le sourire jusqu'aux oreilles, qui gagnent très très bien leur vie. Et moi qui ai un fils de 10 ans qui apprend l'alimentation aujourd'hui à l'école, ce qu'on lui montre dans son livre scolaire, c'est Martine à la ferme. Elle est super cool, Martine. Elle a 2 cochons dans sa cour, elle leur caresse le ventre tous les jours. Et ça se passe super bien, ils meurent jamais en plus. Et ben, en fait, ce qu'on a construit pour donner du jambon à tout le monde, c'est pas tout à fait ça. En revanche, quand vous allez au Danemark, vous voyez effectivement des espaces très ouverts, donc ils sont sur les cahiers des charges du bio, hein, les animaux sont dehors. Quand ils sont en bâtiment, ensuite, c'est des bâtiments ouverts sur lesquels il y a de la paille, etc. Et l'impact social et environnemental de ces productions est largement devant ce qu'on peut faire en France. Et voilà, c'est à 800 km de chez nous, et on n'arrive pas à basculer sur ce modèle-là. Il y a moins de 0,5% des éleveurs français qui sont en bio aujourd'hui. Donc nous, on a décidé de se saisir de ce sujet-là parce qu'on ne peut pas laisser une filière aller comme ça en crise structurelle de mois en mois. Et donc, on est allé voir chacun des maillons de la chaîne et on a construit un dispositif. En fait, aujourd'hui, quand un éleveur va voir une banque, il y avait la BNP tout à l'heure, comme le modèle économique n'est pas éprouvé, la banque est très réticente à prêter pour une installation en bio. Et du coup, il y a des conditions qui sont demandées, qui sont difficiles pour les éleveurs, et il y a relativement peu d'installations. Nous, comme on est sur le bio depuis 2004, on est capable de dire à peu près à 10% près les besoins qu'on va avoir sur les 5 prochaines années. Et quand on va avoir la banque avec l'éleveur ensemble, d'un seul coup, le business plan qui est proposé, il devient beaucoup plus intéressant puisque le jambon que nous on achète, ça fait à peu près 40% de la valeur du produit. Donc on sécurise 40% du débouché. Et donc le fait de pouvoir travailler comme ça sur ce dispositif ensemble, ça va permettre... Donc on a réuni un spécialiste de l'élevage qui est la personne avec qui on fait le label rouge depuis 20 ans, qui va sélectionner les éleveurs, aider et les accompagner pour s'installer. Nous, on offre les garanties de débouchés
sur une durée importante qui permet de sécuriser le business plan. La banque au centre fait son travail d'accompagnement, et on est en train de monter, suite aux États généraux, un dispositif où probablement la Banque publique de l'investissement va aussi venir dans ce dispositif de façon à le sécuriser. C'est un exemple qui, je pense, est assez bien illustratif de ce qu'on se dit là depuis ce matin, c'est-à-dire que faire en sorte de faire radicalement bouger les choses, ça veut dire responsabiliser chacun des maillons de la chaîne et faire en sorte que chacun puisse prendre une part de sa responsabilité. Les premières installations vont avoir lieu d'ici la fin de l'année ou au tout début d'année prochaine. Et pour ceux dans la salle, j'ai un petit peu dépassé mon temps, qui veulent en savoir plus ou qui veulent venir visiter les prochaines installations en Vendée, vous êtes les bienvenus. Merci à vous. Alors, aux surprises, c'est encore moi. Bonjour. Bon, David, merci tellement d'être ici. C'est un plaisir de t'avoir. Merci à toi. Et puis surtout, on va construire là aussi un mouvement. On le rappelait, 3 piliers: Future of Jobs, Health and Food, and Cities and Territories. Donc, tu es officiellement chef de Health and Food. Avec grand plaisir. Voilà. À très vite. Merci David. Merci à vous.